nous avoir maintenant. Alors, le sujet que l'on va donc traiter aujourd'hui est celui des... Il y a deux sujets en fait. Il y a le sujet des réseaux neuronaux, c'est-à-dire les réseaux qui ont la prétention de vouloir simuler les réseaux que nous avons dans le cerveau. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'apprentissage donc profond, ou deep learning en anglais, qui consiste à utiliser des réseaux neuronaux plus ou moins complexes pour faire des traitements qui sont bien souvent d'ailleurs des traitements de reconnaissance de quelque chose, souvent des traitements de reconnaissance d'images, parmi lesquels il y en a un qui est particulièrement important et connu, qui est les réseaux, qui est le réseau de convolution, hein, les CNN, réseaux de convolution, et dont on se sert énormément pour reconnaître des images. Donc, on va parler de tout ça aujourd'hui, hein, et comme d'habitude, cette présentation sera à votre disposition sur le site internet. La dernière fois, on a été un tout petit peu en retard, mais cette fois-ci, on va faire en sorte qu'on ne le soit pas. Donc, normalement, ça sera disponible dès ce soir, ou au pire, donc demain matin, sur notre site internet. Bien entendu, il est accessible librement, vous n'êtes pas obligé d'être abonné donc, pour ça. Cela dit, nos webinaires ne fonctionnent que sur invitation. Donc, je vais partager mon écran, si vous le voulez bien, à partir de maintenant, et on va aller regarder donc je suis un petit peu trop en avance. On va aller regarder donc voilà cette présentation donc sur l'intelligence artificielle et puis l'apprentissage profond. Alors, je ne reviens pas sur ce qu'on a dit la semaine dernière, parce que la semaine dernière, c'est un peu le complément d'aujourd'hui, à savoir que l'intelligence artificielle, on va dire, c'est le chapeau qui regroupe l'ensemble, hein, dans lequel il y a un certain nombre de technologies. Il y en a une qui s'appelle donc le machine learning ou l'apprentissage automatique, et puis il y a le deep learning qui est une forme en fait d'apprentissage. La différence étant que nous utilisons bon, des réseaux neuronaux alors que ce n'est pas le cas de l'apprentissage traditionnel, même si dans un apprentissage traditionnel, on peut utiliser certaines formes de réseaux neuronaux qui sont en général des très simples, ce qu'on appellera donc des perceptrons, par exemple. Bien. Donc là, on est dans l'apprentissage profond et dans cette volonté que nous avons donc maintenant de vouloir simuler donc le comportement de nos cerveaux. Ce qui, à mon avis, n'est pas gagné. Hein. Alors, je rappelle les chiffres qui sont quand même intéressants parce qu'on parle beaucoup de machine learning. Mais en réalité, quand vous regardez ces chiffres, c'est pas colossal. Hein, c'est pas colossal. Le machine learning représentait à peu près 8 à 9 milliards donc, de dollars de chiffre d'affaires. Et comme je vous le disais la semaine dernière, Nvidia a quand même a racheté ARM pour 40 milliards de dollars. Donc, pourtant, on parle un peu plus souvent de l'apprentissage de type de machine learning que d'ARM. Et dans ce contexte donc de machine d'apprentissage, le deep learning est pratiquement le double de ce que l'on fait en apprentissage traditionnel. Donc le deep learning, c'est vraiment très important et on estime qu'il pourrait y avoir à peu près 18 milliards de dollars donc, en 2023. Le sommaire que nous allons suivre, si vous le voulez bien, on va parler des réseaux neuronaux. D'abord, on va bien les préciser. Encore une fois, j'essaierai de ne pas faire de mathématiques. Hein. Ce ne sera pas toujours tout à fait possible, mais il y aura vraiment très peu de mathématiques, je vous le promets. On va regarder ce que c'est qu'un réseau neuronal et quelles sont les fonctions donc, de base. On va regarder de près ce qu'est une fonction de transfert, ce qu'est une pondération, en prenant un exemple, hein, ce qu'est l'apprentissage finalement, comment fonctionnent donc les couches que vous trouvez dans un réseau neuronal. On va regarder donc quelques exemples de réseaux neuronaux. Il y en a énormément. Hein. Donc moi, je vous en ai mis 5 ou 6, simplement pour avoir une idée un petit peu de la différence de fonctionnement que l'on va trouver là-dedans. En fait, c'est l'algorithme qui est différent. Hein. Donc, exemple donc, de réseaux neuronaux, on va expliquer la mécanique donc, du deep learning. On va se faire un focus sur les réseaux convolutifs, les réseaux donc CNN, et on va faire également un zoom sur les réseaux de convolution prêts à l'emploi. C'est-à-dire que dans un apprentissage sur un réseau neuronal en deep learning, il y a comme toujours une partie d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on apprend à notre réseau à reconnaître des choses qui nous intéressent. Bon,
mais peut-être que l'on peut éviter cette tâche qui est quand même encombrante et extrêmement chronophage. Et donc, il existe, et ça sera de plus en plus le cas maintenant dans le futur, il existe donc comment dire, des réseaux neuronaux qui sont déjà pré-entraînés. Donc, normalement, capables de faire la différence entre Madonna et donc une soucoupe volante. Je prends toujours l'exemple de Madonna, comme vous l'avez remarqué. Donc, les réseaux de convolution prêts à l'emploi. On parlera des API. Alors, il y en a certaines qui sont extrêmement connues et vous verrez que le langage Python est particulièrement important dans ce monde, entre autres avec le PyTorch, qui est une API qui est très, très utilisée, et puis il y en a d'autres. Python a vraiment un avantage aujourd'hui, c'est vraiment le langage le plus utilisé, enfin, très utilisé, on va dire, dans le monde de l'intelligence artificielle, bien qu'il ne soit pas le seul. Là, lui aussi, il a quelques défauts, par exemple, le fait qu'il soit interprété. Mais bon, ça peut ne pas durer. Et puis, on va regarder les applications, avec deux manières de les voir. Soit les applications qui existent aujourd'hui, et soit on se pose des questions différemment en disant « j'ai tel problème, quel est le type de réseau neuronal et de deep learning que je vais pouvoir appliquer ?» Je pense que ce n'est pas idiot de prendre donc le problème à l'envers. Alors, les réseaux neuronaux, c'est la science du tâtonnement. Je dirais machine learning aussi. C'est le fait qu'on essaye d'apprendre à un machin qui est d'une bêtise abyssale, un réseau neuronal, on essaie de lui apprendre à faire des choses quand même qui sont relativement simples, même si à mener à un certain niveau, on va dire, de volume, là, nos cerveaux ne sont plus capables d'être compétitifs. Mais sur le fond, ce que fait un travail, reconnaître Madonna et faire la différence avec une soucoupe volante, limite, je vois une photo de Madonna, je sais que ce n'est pas une soucoupe volante. Donc, c'est quand même des choses qui sont relativement simples. Il ne faut pas tomber dans le piège des marketeurs d'aujourd'hui qui nous disent que c'est extraordinaire, l'homme demain va être dépassé par ces engins-là. Il ne faut pas rêver. Hein. D'abord, peut-être que ça arrivera un jour, mais ça ne sera qu'une simulation. C'est-à-dire que les réseaux sauront faire ce que nous ne savons pas faire, c'est-à-dire sur des grands volumes. On n'est pas capable, par exemple, aujourd'hui, d'aller regarder des volumes importants d'historique portant sur des maladies. Des millions, on n'est pas capable, il va nous falloir quelques années. Alors qu'un système informatique, lui, est capable de le faire. Mais ce n'est que de la simulation. Et la notion d'intelligence, je ne reviens pas là-dessus aujourd'hui, mais c'est quand même important. La notion d'intelligence, ce n'est pas un bon mot. Il faudrait mieux parler donc de simulation. Et à force de nous simuler, les réseaux neuronaux seront capables peut-être de nous remplacer. Alors, principe de base donc d'un réseau neuronal. Alors, vous voyez ici un petit peu l'allure d'un réseau neuronal. Hein. On a une image donc en entrée qui est celle d'une girafe. Et donc, on va avoir un réseau neuronal, il va être constitué de quoi? Eh bien, d'un certain nombre de couches. Il y aura une couche d'entrée, il y aura une couche de sortie, et puis il y aura des couches intermédiaires. Il peut y en avoir un certain nombre de ces couches intermédiaires. Et donc, tout le secret des réseaux neuronaux et finalement du deep learning, c'est l'algorithme qui va utiliser donc ce réseau neuronal pour progressivement faire des choses, on va dire, de bonne qualité. Progressivement, il va commencer à s'y retrouver, détecter des éléments et finir, au bout, peut-être, à reconnaître Madonna. Vous voyez, c'est un ensemble de réseaux de caches, de couches qui sont en général dites cachées, hein, parce qu'on ne les voit pas, mais c'est l'algorithme. Un réseau neuronal, finalement, c'est un algorithme. Donc, c'est une simulation, on va dire, lointaine donc, du fonctionnement d'un cerveau humain, avec, comme un cerveau humain, la représentation des neurones, bien sûr, hein, des synapses et des dendrites. Synapses pour communiquer, et les dendrites qui sont les extrémités donc, des synapses. Alors, vous savez, ça pourrait être un traitement extrêmement simple, hein, pourrait être fait par une seule couche, ce qu'on appelle le perceptron, ou ça peut être plusieurs couches, avec peut-être propagation des résultats intermédiaires. Vous voyez, on a détecté un certain nombre de choses, hop, on passe le bébé à la couche suivante, qui va détecter des choses encore plus précises, et ainsi de suite, pour aboutir donc finalement à ce que l'on veut reconnaître. Et d'ailleurs, je fais une analogie, vous le verrez un peu plus loin, entre les réseaux neuronaux et le sport du rugby.
Alors, je sais qu'en Europe, on est plus habitué au rugby, mais le Canada a aussi donc une équipe de rugby, même si elle prend quelques pâtés mémorables régulièrement, mais ce n'est pas grave, hein, l'important c'est de participer. Et donc, il y a une certaine analogie finalement entre le comportement de ce que nous faisons avec un réseau neuronal et le comportement donc d'une équipe de rugby. Bien. Alors, l'architecture d'un réseau neuronal, elle est faite pour faciliter l'apprentissage. C'est surtout ça. Donc, on apprend à reconnaître des choses, des intonations dans une voix, on apprend tout ça. Ce n'est pas, on n'a pas la diversité, on va dire, que ce que l'on pourrait trouver potentiellement dans l'apprentissage machine learning, hein, qui est beaucoup plus large, avec les régressions, les classifications, etc. Là, c'est un petit peu différent. On est quand même assez orienté plutôt vers de la reconnaissance, ce qui revient d'une certaine manière d'ailleurs aussi à faire de la classification. Bien. Alors, si on se rappelle, moi j'ai mis ça parce que je suis excessivement agacé par les comparaisons totalement hors de propos. On compare les réseaux artificiels avec les réseaux du cerveau humain. Enfin, on essaye un petit peu de simuler un peu ce que fait un réseau, donc un neurone humain. Un neurone biologique, alors il paraît qu'on en a à peu près 100 milliards. 100 milliards, ce qui correspond d'ailleurs au nombre de zones mémoire qu'il y a dans la machine la plus puissante du monde aujourd'hui, qui est donc une machine IBM avec à peu près 100 milliards, mais il ne faut pas comparer les deux. Je veux dire, le cerveau humain, même chez un joueur de soccer, il est quand même très supérieur, vous voyez, on part quand même d'assez bas là, il est quand même très supérieur à celui quand même d'un ordinateur. Alors un neurone biologique, au fond, comment ça fonctionne? Il reçoit des signaux qui sont émis par des transformations chimiques, en fait, qui sont émis par d'autres neurones à travers un mécanisme, on le voit ici, ce sont les dendrites qui sont des extrémités donc des synapses. Le neurone communique avec d'autres neurones. Une des grandes différences qu'il y aura entre un réseau, on va dire, artificiel et puis un réseau donc, biologique, c'est que nos neurones sont connectés à des milliers d'autres neurones tout le temps, que la puissance de calcul du cerveau est absolument prodigieuse et qu'en fait on peut avoir, disons, un comportement simultané de reconnaissance de plein de choses en même temps, ce que n'est pas capable de faire un réseau neuronal. Il est vraiment, lui, destiné à reconnaître Madonna. Enfin, j'exagère à peine, mais c'est un peu ça. Quoi. Donc, on a les synapses, les neurones, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils analysent les signaux, c'est très important, en faisant la somme on va dire, des stimuli qu'ils reçoivent. Et si le résultat obtenu est supérieur à une certaine valeur, et bien notre cerveau envoie un message. Il va dire, par exemple, j'ai chaud ou j'ai froid. Mais il faut que la somme des stimuli qui arrivent sur les neurones qui sont chargés de reconnaître le chaud et le froid soit supérieure à une certaine valeur. Et bien ça, c'est simulé dans le réseau neuronal par justement les fonctions d'activation qui enverront donc une certaine valeur à la couche d'après, à condition, enfin, en respectant une fonction dite de transfert qui permettra donc de ne pas passer les informations de manière systématique. Il faudra donc qu'il y ait un certain nombre on va dire de valeurs qui seront respectées pour ça. Bon, alors le signal dans le cerveau, donc il est capable de renforcer ou de diminuer l'activité des neurones qu'il reçoit. Par exemple, il sera capable de dire « j'ai très chaud » ou « c'est brûlant » et dire « attention, il faut enlever la main ». Ça, pour le faire simuler par un réseau neuronal, c'est déjà beaucoup moins évident. Là, on se brûlera carrément, mais de là à enlever la main, ce sera pas simple. Mais l'idée, elle est quand même là. Donc, un neurone biologique, lui, il est connecté à plusieurs milliers d'autres neurones. Et alors, finalement, un réseau neuronal, ça sera quoi? Et ça sera ce truc que l'on voit ici, donc à droite, en bas, avec, vous voyez, le neurone, les neurones qui communiquent avec d'autres neurones, d'autres couches de neurones. Ils vont être pondérés par des fonctions de poids, mais ça, je vais vous expliquer ça tout de suite. Et puis, on va passer ça à une fonction de transfert qui, oui ou non, passera l'information à la couche suivante. J'ai chaud, j'ai pas chaud. Et finalement, on aura donc des éléments de sortie. Donc, ce que j'ai voulu montrer ici, c'est que finalement, on essaye donc de simuler un comportement qui est très au-delà
très au-delà de ce que nous pouvons faire. C'est vraiment, il ne faut pas se tromper, hein. Il n'y a pas véritablement d'intelligence là-dedans, simplement on essaie de reproduire des comportements en les simulant. Finalement, un réseau artificiel, le plus simple étant le perceptron, donc finalement ce n'est que la représentation de ce qu'est un neurone biologique. Alors une fonction, alors voilà comment ça se passe. En fait, si vous voulez, sur cette page-là, pratiquement vous avez tout. Vous voyez, le réseau neuronal, il va donc être constitué, c'est ce que donc va utiliser le deep learning, hein, il va donc être constitué de quoi? Eh bien, d'un certain nombre de neurones d'entrée. Bien. Chacun de ces neurones d'entrée va envoyer une valeur qu'on lui demandera de calculer selon l'algorithme qui sera implémenté dans le réseau neuronal. Donc, il va faire un calcul. Bien. Et ce calcul-là, donc cette valeur-là, il va donc l'émettre à la couche d'après. Alors, en principe, les neurones d'une couche communiquent avec tout, enfin pas toujours, hein, mais communiquent avec tous les autres neurones de la couche d'après. Vous voyez? Et donc, chacun de neurones, lui, là, mettons la valeur 10, là, il veut l'envoyer à tous les neurones qui se situent après. Bon. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le neurone qui va recevoir dans la couche d'après, ce que j'appelle ici, si vous voulez, la couche I par rapport à la couche J, eh bien, le neurone d'après reçoit donc la somme, vous voyez comme on retrouve un petit peu l'analogie avec les réseaux donc, biologiques, il reçoit la somme de toutes les valeurs qui arrivent des autres neurones. Sauf que pour pouvoir faire en sorte que le réseau reconnaisse ou fasse le travail qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire de ne pas confondre Madonna avec une soucoupe volante, eh bien, on va pondérer les valeurs. On va pondérer les valeurs qui arrivent de chacun de ces neurones. Or, cette pondération, elle va changer dans le temps, parce qu'il est très possible qu'au début, le réseau va reconnaître, il va dire, nous on sait que c'est Madonna, hein, mais il dit, ça, c'est un char d'assaut. Ah non, ce n'est pas un char d'assaut. Et on ne peut pas lui dire comme ça. On va lui dire, on va pondérer d'une manière différente des différents poids qu'il y a entre les neurones, de manière à se rapprocher au mieux de la cible que nous poursuivons. C'est ça le secret des réseaux neuronaux. Ce n'est pas autre chose. Et donc, finalement, peut-être au bout de 3 semaines, on aura fini par, on aura peut-être fait tout l'étendue, on sera passé par les girafes, toutes sortes de choses, puis enfin, il aura reconnu Madonna. Alors là, ça veut dire qu'on a donc globalement, hein, on a donc une pondération des différents neurones entre les couches qui devient cohérente et qui correspond à ce que l'on veut reconnaître. Et là, vous voyez, on retrouve bien la notion d'apprentissage supervisé. C'est-à-dire qu'en fait, on apprend à notre réseau neuronal, et c'est ça le deep learning. On lui apprend donc à reconnaître des choses, et après, il sera capable de reconnaître des choses qu'on ne lui a pas apprises. Et là, on sera en mode non supervisé. Vous voyez? Et ça, effectivement, c'est. Alors, ce que j'ai représenté donc ici sur ce schéma, hein, vous voyez, donc, c'est pas compliqué, hein, vous pourrez le lire si. Vous voyez, la fonction de transfert, finalement, qui est indiquée ici, eh ben, elle va recueillir ce qu'on va appeler, alors, c'est le seul petit bout de mathématiques que je vais faire, la somme des produits entre la valeur qui arrive, hein, une valeur X, avec la pondération qui relie un neurone I avec un neurone J. On fait la somme de tout ça, et vous avez donc, on va la soumettre, cette somme, à une fonction de transfert. Et la fonction de transfert décidera ou pas, d'une manière automatique, de passer le bébé à la couche suivante ou pas. Et au fond, ça reviendra finalement à simuler notre réactivité, donc aux stimuli que nous avons dans le cerveau. Alors maintenant, il y a un grand nombre de solutions hein, pour ces fonctions de transfert. D'ailleurs, on va les voir un tout petit peu plus loin. Il y a un peu de mathématiques, hein, soyez tranquilles. Hein. Il y a des fonctions dites de transfert par seuil, linéaire saturé, linéaire positif, sigmoïde qui est extrêmement connu, tangente hyperbolique. Alors, c'est l'inverse des tangentes en mathématiques. Hein. Il y a un certain nombre de fonctions comme ça. Bon.
On peut se demander d'ailleurs toujours la même question. Hein. Est-ce qu'on a besoin de savoir ce que c'est qu'une tangente hyperbolique ou une sigmoïde? Je crois qu'il faut quand même en avoir une petite idée. Maintenant, avoir le détail, être capable de faire une dérivée d'une fonction sigmoïde, bon, je ne suis pas sûr que vraiment, on en ait vraiment besoin, mais quand même, la connaissance des rouages du mécanisme du réseau neuronal n'est peut-être pas une mauvaise idée. Hein. Au moins, on voit à peu près comment ça marche. On ne se contentera pas de dire voilà ce qu'on lui soumet et voilà ce qui nous sort. Bien. Alors, ça, c'est le principe. C'est le principe de base que l'on va donc retrouver maintenant partout. Alors, la pondération, vous voyez, je vous donne un exemple ici, qui est très compréhensible. Hein. Je veux absolument reconnaître des Ferrari, ou une voiture rouge, bon, Ferrari. J'ai un certain nombre de, comme ça, donc, de neurones qui sont chargés de traiter un certain aspect. Alors, je dirais que ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait d'ailleurs avec le machine learning, mais simplement pour bien comprendre la notion de pondération. Là, ici, j'ai la couleur rouge, le prix attrayant, le prix raisonnable, la taille réduite, on pourrait dire bon, consommation, tout ce que vous voudrez. On dit en entrée, c'est 0 ou 1. Les valeurs d'entrée, les fameux XI, c'est 0 ou 1. Au début, si j'ai une pondération 1, 1, 1, 1 partout, entre les neurones de fin, on va dire la couche de fin, et puis la fonction d'activation qui va me permettre ensuite de reconnaître ma voiture, ben, j'ai aucune chance de reconnaître une Ferrari. Là. Parce que pour reconnaître une Ferrari, en principe, il faut qu'elle soit rouge, ou jaune, enfin surtout rouge. Il faut qu'elle soit très chère, qu'elle soit très performante, qu'elle soit très belle également. Donc des critères que l'on va pondérer avec une valeur très élevée. Par contre, le fait qu'elle ait 4 roues ou qu'elle ait une roue de secours, ce n'est pas vraiment important. Vous voyez, donc des critères qui sont un peu secondaires. Au fond, le secret donc, de la pondération applicable donc, aux réseaux neuronaux, c'est bien ça. Et donc, au deep learning, c'est le fait et ça, c'est l'algorithme qui va vous le faire, hein, c'est moi qui va vous aider. On va donc adapter les pondérations de manière à ce que l'on aboutisse à ce que l'on veut reconnaître. C'est ça qu'on va faire. Et il y aura donc 36 solutions pour y arriver. Et donc, la pondération permettra de donner donc plus ou moins d'importance aux entrées incidentes. Et on fonctionne par tâtonnement. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que, de mon point de vue, en tout cas, le deep learning et réseaux neuronaux, c'est vraiment la science du tâtonnement. Hein. On avance, vous voyez, couche par couche, itération par itération, et des fois, ça peut prendre beaucoup de temps. Et si le sujet est un peu compliqué, ça peut durer des fois 15 jours, 3 semaines. Hein. Ça ne se fait pas forcément en temps réel. Et donc, c'est ça, la pondération. C'est au fond l'un des éléments, il y en a d'autres, hein, l'un des éléments qui vont me permettre donc on va dire, d'apprendre à mon réseau neuronal artificiel à faire le travail que je lui confie. Alors, vous le voyez sur ce dessin, hein, en fait, tout est là. Hein. L'idée, alors, c'est un tout petit peu plus compliqué ici, mais vous voyez bien que vous avez ici les neurones d'entrée. Alors, j'ai représenté ici simplement une couche intermédiaire, et puis vous avez la sortie. Et vous finissez par avoir une sortie qui va donc, ça c'est le niveau donc, des neurones de sortie. Voilà. Et en fonction donc, du travail qui aura été fait par le réseau neuronal lui-même, eh bien, on aura des valeurs en sortie qui seront plus ou moins justes. Or, pour que le réseau neuronal soit le plus efficace possible, il faut qu'on puisse mesurer l'erreur qu'il commet. Or, les algorithmes me permettent justement aujourd'hui de mesurer exactement quelle est l'erreur que je connais par rapport à la cible que je vise. Ça, c'est très intéressant. Ça va me permettre éventuellement, soit d'une manière automatique, de faire ce qu'on va appeler une rétropropagation, et on va continuer, soit on va on va donc informer dans la couche où je commets des erreurs, eh bien, je vais informer le neurone qui s'est trompé, enfin, qui s'est trompé d'une certaine valeur. Il y a différentes manières de propager finalement l'erreur. Et donc, finalement, le principe commun que l'on va retrouver ici, ce sera bien donc de comparer le résultat obtenu pour chaque neurone de sortie par rapport à ce qu'on attend. C'est ça que l'on appelle la fonction d'erreur. Et donc, on changera toutes les pondérations de manière à supprimer les erreurs, tout au moins à les minimiser.
et tout le travail de l'algorithme que vous mettez en œuvre et qui finalement sera celui d'une API, eh bien ce sera ça. Alors maintenant, est-ce qu'on est obligé de bien comprendre quelle est véritablement la mécanique interne, la cinématique donc, de l'algorithme? J'en suis pas sûr. Je pense qu'on peut quand même, on peut s'en passer, même si c'est quand même un peu préférable. Alors, il y a beaucoup de solutions qui existent aujourd'hui, qui sont plus ou moins adaptées donc, à cette mesure, à la nature de l'application et qui sont très chronophages. Bon, on verra, donc on va voir quelques-unes. Alors, plus il y aura, ce qu'il faut savoir, c'est que plus il y aura de niveaux intermédiaires donc cachés, plus l'implémentation de l'algorithme sera difficile à mettre en œuvre, il va prendre du temps en exploitation. Ça, c'est un des problèmes majeurs aujourd'hui. Et donc, le deep learning peut prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours. Et c'est pour ça que maintenant, on a besoin, pour travailler correctement, d'avoir des processeurs qui constituent donc les neurones artificiels, qui soient des processeurs très puissants. Ce sont des processeurs avec un jeu d'instructions dedans qui est dédié, et donc qui sont capables de faire très vite ce que ne serait pas capable de faire un circuit x86 ou un autre. Et donc, on a besoin d'énormément de puissance, contrairement au machine learning où lui, il est moins consommateur pour ça. J'allais presque dire, il est presque plus algorithmique, alors que le deep learning, c'est vraiment une question de puissance de machine et à la limite du nombre de couches donc cachées intermédiaires entre les couches d'entrée et les couches de sortie. Alors, les fameuses fonctions de transfert dont je vous parlais, donc je vous rappelle le principe, les neurones font leur travail, font une certaine mesure, et donc passent la valeur obtenue à tous les autres neurones, on va en prendre un parmi eux, et ce neurone parmi eux va donc récupérer toutes les valeurs d'entrée qu'il va pondérer avec ces valeurs qui vont nous servir à adapter donc notre réseau neuronal. Et donc, il va lui-même transmettre la valeur en appliquant une fonction de transfert. C'est-à-dire qu'il va donc recevoir, c'est ce qui est montré ici, une valeur x, non, je ne suis pas très loin quand même en maths là, une valeur x, et je transmets quelque chose. Par exemple, si la fonction dite de marche, que vous voyez ici, c'est une marche carrée, si la valeur que vous recevez est égale à 0 ou est inférieure à 0, eh bien, on aura, plutôt si la valeur est inférieure à 0, on transmettra la valeur 0. Si la valeur est supérieure à 0, on enverra la valeur 1. Vous avez d'autres fonctions. La fonction sigmoïde est une fonction beaucoup plus compliquée. On voit d'ailleurs la courbe qui est représentée là. Eh bien, c'est une fonction, c'est 1 sur 1 plus e puissance moins x. On reçoit une valeur, donc x en entrée. La sigmoïde est calculée, on obtient une valeur f de x, et donc on transmet cette valeur de x à la couche suivante. On pourra faire cette fonction de transfert avec une tangente hyperbolique, avec un arc tangente. On peut faire ça avec une fonction dite de signe, qui est indiquée ici, x sur 1 plus la valeur absolue donc de x. Vous avez une fonction dite de rectification binaire, qui est très importante parce qu'on l'utilise dans les CNN, on l'utilise dans les réseaux donc, de convolution. Là, dans ce cas-là, si la valeur est négative, on envoie la valeur 0. Si elle est positive ou nulle, on envoie la valeur x et non pas la valeur 1, comme tout à l'heure. Ouais, tout ça, c'est une question finalement de transformation. Je reçois des trucs dans l'entrée, j'applique une petite transformation mathématique et je renvoie quelque chose qui correspond à ces fonctions mathématiques. Donc il y en a, je voudrais représenter ici à peu près donc, une dizaine. Alors ça dépendra, vous avez des fonctions gaussiennes, vous avez des fonctions sinusoïdales, vous avez des dites exponentielles dites douces paramétriques, voilà, tout un tas. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder. Mais en général, on n'a pas allé très très loin donc, dans cette connaissance-là. Mais les plus importantes quand même, c'est les fonctions, on va dire, de marche et surtout sigmoïdes. Sigmoïde et relu, puisque relu, on va l'utiliser dans les réseaux donc, dits de convolution. Alors, petit cours du rugby, si vous le voulez bien, chers amis. Le rugby, c'est quoi? D'abord, c'est un état d'esprit. Ensuite, c'est 15 bons hommes ou femmes, aussi des équipes féminines, heureusement d'ailleurs, qui sont plutôt du genre beaux bestiaux. Vous voyez, tout au moins, la mêlée, les 8 à la mêlée, c'est quand même du genre beau bébé, beau gabarit. Le principe de l'équipe de rugby, c'est quoi? Vous avez des lignes arrière,
vous avez donc la mêlée, et puis vous avez donc ce qu'on appelle le demi de mêlée, et puis vous avez le demi d'ouverture, et puis vous avez les ailiers. Ce que veut faire le rugby, c'est avec le ballon, en se le passant en arrière, jamais en avant, et bien on essaie de progresser. Voilà. On progresse, et si à un moment donné on se heurte sur des gros gabarits en face, et là on recommence, on repart de l'arrière. Le réseau neuronal, c'est ça. Finalement, les valeurs d'entrée que vous trouvez dans un réseau neuronal, c'est la disposition de l'équipe. Hein, c'est ses forces et ses faiblesses. La progression du ballon, on va vers l'avant, s'il n'y a pas d'obstacle. En cas de blocage, on revient en arrière. Même principe, la rétropropagation donc, du réseau neuronal, c'est exactement ça. La stratégie de progression, selon que je vais passer à mon demi-degré, je vais faire des choses, ça, c'est les fonctions de transfert. C'est la stratégie. La progression en N tentatives, eh bien, c'est les itérations du réseau neuronal. Et l'essai, quand on marque un essai, donc on franchit la ligne au bout, eh bien là, lorsque c'est le réseau qui aboutit à la bonne conclusion. Vous voyez? Et finalement, il y a une autre valeur qui est importante, qui est ce qu'on appelle la pénalité en rugby, quand vous avez fait quelque chose qui n'est pas bien, ou plutôt, quand vous avez marqué un essai, on vous donne la possibilité d'augmenter votre nombre de points en essayant de faire passer le ballon entre ce qu'ils appellent les perches, hein, les rugbymen, donc les poteaux. Eh bien, nous, dans les réseaux neuronaux, ça s'appelle le bias. Ça s'appelle le bias, la déviation, qui est un moyen de corriger les valeurs qui sont fournies par la fonction de transfert. Finalement, vous savez, hein, ça ressemble beaucoup. Et ce n'est pas idiot, disons, de comparer un petit peu les deux. C'est un petit peu le même principe. Alors, quelques exemples. Trop aller loin là-dedans, mais quelques exemples. Parce que vous allez les retrouver. Hein. Par exemple, on a ce qu'on appelle le feed-forward, donc la progression avant. Là, c'est le mode le plus simple. Dans un réseau neuronal de deep learning comme ça, l'information n'est diffusée que dans un seul sens. Hein, ça part de l'entrée vers la sortie. Il n'y a pas de cycle, il n'y a pas de boucle. Les neurones vous voyez, ne communiquent pas, donc ne communiquent ni avec les nœuds précédents, ni avec d'autres neurones du même niveau. Voilà. Alors, il y a un seul niveau caché en général, donc qui est entraîné généralement par une rétropropagation. Les paramètres du poids et de biais, donc de fameux bias, sont passés à la fonction d'activation, donc qui permettent de s'adapter. Donc, on va dire que c'est une progression vers l'avant. Un autre réseau qui est assez connu, c'est le perceptron, donc multiniveau, MLP, une couche d'entrée, une couche de sortie et plusieurs couches intermédiaires cachées. Avec n couches distinctes, hein, on aura donc n-1 matrices de poids, hein, rappelez-vous, les pondérations entre les neurones de couches successives. Bien. Alors, le MLP, c'est une organisation qui est bien adaptée au concept, on va dire, d'approximateur, hein, universel de fonctions. Parce qu'il suffit d'ajouter le nombre de neurones adéquats dans une couche cachée pour faire une approximation à peu près de n'importe quoi, de fonctions qui ne soient pas linéaires, hein, pas représentatives d'une manière linéaire. Bon, on oublie ça. On parle également du DFF, c'est une famille de type propagation avant, mais avec cette fois-ci plusieurs couches cachées. Ça traite surtout le problème de la rétropropagation des erreurs, et ça nécessite ici plusieurs itérations d'un type de réseau qui a été à l'origine d'ailleurs du deep learning donc dans les années 90. Encore quelques exemples. Le réseau donc récurrent donc RNN, le réseau récurrent, chaque neurone des couches cachées reçoit ses propres sorties au bout d'un certain délai, hein, ou de plusieurs itérations. Ça peut être intéressant quand le contexte va jouer un rôle important. Par exemple, quand des décisions d'itération peuvent influencer des décisions courantes. Il peut se passer des choses après. Si j'avais su, eh bien, je n'aurais pas fait la même chose. Eh bien, justement, eh bien, on fait une rétropropagation de manière à modifier ce que j'aurais pu faire. Hein, c'est l'analyse de texte. Quand un mot, par exemple, ne peut être analysé qu'en fonction du contexte des mots ou des phrases précédentes, ou la prévision, par exemple, pour les bases de données de type time series, donc pour les capteurs, hein, par exemple, ou les types d'évolution de valeurs mobilières. On peut également faire la même chose que ce qu'on ferait avec un algorithme de machine learning. Alors, il y a différents modèles qui existent. Il y a le modèle Upfield, il y a les réseaux récurrents à couches, etc. Bon, très bien, ça c'est le détail. Et puis vous avez également encore un autre exemple qui est celui du LSTM. Bon, ce sont des neurones à mémoire, hein, qui peuvent traiter des données avec un certain décalage.
donc, par exemple, traiter donc, des textes en gardant en mémoire des dizaines de mots déjà utilisés. Et, mettons des abréviations ou des pseudos. Ou dans une vidéo, un élément qui est déjà apparu plusieurs trames auparavant. Donc, ça peut être intéressant de le savoir pour améliorer donc la reconnaissance que l'on veut effectuer. C'est très utilisé, ça, en reconnaissance de la parole et de l'écriture. Mais sur le fond, vous savez, c'est toujours la même chose. C'est toujours, j'ai un réseau avec des couches, il fait des calculs, il se trompe, je l'améliore avec la pondération, et il finit avec un certain nombre de comportements qui ne sont pas les mêmes. C'est vrai, le comportement donc fast forward, c'est autre chose, LSTM, mais finalement, sur le principe de fond, on est quand même dans la même mécanique. Alors, si maintenant je m'intéresse de manière plus précisément à ce que l'on fait donc avec le deep learning. Et puis, je vais vous donner un exemple donc, de deep learning avec les réseaux convolutifs. Alors, le deep learning, c'est un peu lourd, hein, cette page, pardonnez-moi. Donc, c'est un ensemble de méthodes donc, qui s'appliquent aux réseaux neuronaux. Qu'est-ce qu'on fait? On reconnaît donc des objets, des images dans les images, des phrases dans une communication téléphonique, des sons. Et donc, c'est particulièrement utilisé quand on veut, par exemple, informer donc quelqu'un au centre d'appel d'une compagnie pour lui dire attention que le client qui appelle en ce moment est de mauvaise humeur parce que ça fait trois fois qu'il utilise le mot un peu désagréable. Vous voyez, donc ça permet donc d'informer, mais c'est de la reconnaissance aussi, ça. Sauf que c'est de la reconnaissance, on va dire, de sentiments, de comportements, et pas nécessairement donc de l'image. Ça, c'est très utilisé pour ça. Alors, c'est une branche, bien sûr, comme je vous l'ai dit dès le départ, du machine learning. Pourquoi? Mais la différence, quand même, c'est le nombre de couches cachées. On peut en avoir des centaines de couches cachées. Et rappelez-vous quand même concrètement, un processeur, un neurone, c'est quand même un processeur, éventuellement avec de la mémoire. Donc, qui dit processeur dit également système d'exploitation, gestion de fichiers. Vous savez, ça peut être quelque chose d'assez sophistiqué. On peut imaginer des réseaux neuronaux, quand même, avec des neurones qui ne sont pas totalement abrutis. Hein. On peut faire quand même des choses pas mal, au moins dans le traitement de l'information. Donc, là, à peu près, on peut avoir plusieurs centaines donc, de couches. Le principe de deep learning, ça va donc être de détecter d'une manière automatique des caractéristiques d'entrée, surtout des conversations, des vidéos et donc des images. Alors, il y a deux différences fondamentales donc, avec le machine learning. D'abord, c'est le gros volume de données traitées, labellisées pour l'entraînement. On va utiliser des millions, des dizaines de milliers d'exemples pour être sûr de bien reconnaître Madonna et ne pas la confondre avec un poteau télégraphique. Ça nécessite donc aussi une grande puissance de calcul, en particulier les processeurs graphiques. Vous savez, les processeurs graphiques qui ont un avantage, c'est qu'il y a des versions qui sont parallélisées, donc capables de traiter en parallèle des choses avec beaucoup de puissance. Et d'ailleurs, c'est la spécialité de NVIDIA. Hein. Et donc, on va retrouver NVIDIA et ARM dans des applications justement d'intelligence artificielle. Et c'est ce qui inquiète énormément les concurrents qui ne sont peut-être pas armés autant, aussi bien, à commencer par Intel, par exemple. Et donc là, NVIDIA a fait quand même quelque chose qui est quand même très significatif. Donc, grande puissance de calcul qui peut être fournie par les processeurs eux-mêmes, que sont les neurones, mais également par des clusters puissants ou des réseaux de machines. Vous voyez, on peut tout imaginer. L'important, c'est que l'architecture de ces réseaux soit constituée en couches avec une entrée, une sortie, des fonctions d'activation et des moyens donc d'intervenir par le bias et puis la pondération. Donc, deux différences, c'est surtout ça. L'un des réseaux les plus connus, donc, c'est le réseau CNN, donc réseau de convolution, très important aujourd'hui. Hein. Alors, il y aura toujours deux phases. Il y a une phase, donc, c'est exactement comme le machine learning. Hein. C'est pour ça qu'on dit que c'est un sous-ensemble, disons, du machine learning avec des caractéristiques, on va dire, spécifiques des objets à reconnaître et puis surtout une architecture donc, du réseau neuronal que n'utilise pas le machine learning. Donc, il y aura toujours deux phases. Hein. Donc, une phase dite d'apprentissage, et puis une phase d'éducation, et puis une phase, on va dire, d'entraînement, donc d'apprentissage, éducation ou entraînement, et puis une phase de découverte,
ce qu'on a appelé ça autrement. Hein, bon. Donc, on va lui apprendre. Si vous prenez, regardez bien l'exemple que vous avez ici, hein, vous avez, au fond, vous avez un réseau neuronal avec une couche d'entrée, une couche de sortie, et on lui demande donc de reconnaître, apparemment, c'est George Washington. Voilà. Bien. Eh bien, les couches, on va leur demander elles seront donc dédiées à un traitement pour reconnaître quelque chose de précis. Par exemple, ça sera peut-être ici des grosses valeurs, très sombres, très noires, pas noires, ouais, donc des grosses valeurs. Ensuite, on va peut-être détecter les edges, donc les séparations. Ensuite, on pourra peut-être regarder s'il y a des combinaisons de ces séparations. Et peut-être qu'on va pouvoir reconnaître à ce moment-là peut-être un nez ou un œil. Et puis, in fine, peut-être qu'on pourra arriver à détecter le visage de George Washington ou de son équivalent. Vous voyez, ces couches sont chargées d'un certain travail. Si elles ne le font pas bien, c'est qu'elles sont mal pondérées. Si, malgré une bonne pondération, elles ne font pas bien leur boulot, c'est que l'algorithme de deep learning n'est pas adapté. Hein, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Alors, si alors, au fond, c'est ce que j'ai voulu résumer ici. Vous avez vu que plusieurs fois, j'ai donc parlé de Madonna, c'est un petit peu ma tête de turc. Hein. Donc, vous voyez, je suis donc celui-ci, là, et j'ai donc, je dis à mon réseau neuronal, tu dois reconnaître Madonna. Alors, bien sûr, il va commencer par reconnaître donc une girafe, et je vais donc modifier. Je commence à être en colère, hein, bien sûr, parce que je trouve quand même qu'il n'est pas très doué. Et à force donc d'efforts, d'amélioration de la pondération et du calcul donc de cette fameuse déviation de Bias, ouf, je crois que j'arrive au bout. Et puis, in fine, je lui demande de reconnaître une image de Madonna, il me sort une soucoupe volante. Alors ça ne va pas. Donc, mais c'est simplement pour illustrer donc mon propos. Hein. Mais c'est ça, le réseau neuronal. Ça n'a rien d'autre. Ce n'est absolument rien d'autre que ça. Bon, alors, je voudrais vous montrer un exemple qui est celui donc des réseaux convolutifs. Alors, les réseaux convolutifs, ce sont des réseaux qui sont basés sur un algorithme qui est un algorithme dit de convolution. Alors, en mathématiques, c'est quelque chose de très précis. Pour la petite histoire, sachez que c'est très utilisé, par exemple, pour les traitements sismiques chez les pétroliers. Voilà, quand on a des traces sismiques du sous-sol, on fait des traitements convolutifs dessus, de manière à détecter un petit peu là où il pourrait y avoir éventuellement donc on va dire des zones donc, qui pourraient héberger donc de l'huile. Alors, CNN, réseau convolutif, on peut considérer ça, donc c'est un réseau multicouche, hein, bon, et chacun va traiter une partie de l'information globale. Alors, c'est ça le secret. C'est-à-dire qu'on va lui demander, essentiellement ici dans la reconnaissance d'image, l'exemple que j'ai pris, la reconnaissance d'image, je prends une image globale et je vais lui demander de reconnaître soit un élément dedans, soit la globalité de mon image. Alors je me suis permis de prendre ma propre photo. Hein. Donc ici, j'ai une image qui est, voyez, qui est prise à l'intérieur d'une autre image à analyser. Et donc, je voudrais savoir qui est cette personne. Alors, on va voir comment ça fonctionne. Vous voyez, donc c'est une image. Regardez bien comment ça marche. Mon image va être décomposée en ce qu'on va appeler, donc c'est ce que j'ai indiqué auparavant, donc on va dire en tuiles. Chacune donc des images va être décomposée en tuiles, c'est-à-dire un sous-ensemble de l'image. La tuile ensuite on va lui appliquer un filtre qui sera une fonction, donc, et on va aboutir à une fonction de convolution parce que ce qu'on essaye de faire, c'est de diminuer le nombre d'informations qu'il y a dans mon image de base pour pouvoir reconnaître ce que c'est. Mais au fond, la transformation des réseaux convolutifs, c'est surtout ça. J'essaye de diminuer le nombre. Alors, mon image est donc décomposée, on va dire, en tuiles. Hein. Donc, chacune de ces tuiles, on va lui appliquer des filtres. La dimension du filtrage, ça s'appelle le kernel. Le slide, c'est le nombre de pixels de décalage qu'il peut y avoir entre deux sous-ensembles d'un même échantillon. Et puis, le padding, c'est très important aussi, puisque la matrice de filtrage, elle a une certaine dimension, et si vous l'appliquez
morceau par morceau, peut-être qu'à la fin, il n'y aura plus qu'une seule colonne. Donc, vous rajoutez 2 colonnes de 0, hein, simplement pour pouvoir appliquer la fonction donc, de filtrage. Bon, ça, alors regardez, en fait, c'est pas très compliqué. Hein. Vous voyez, voilà comment ça marche, un réseau de convolution. Donc, il m'a analysé mon système, donc ma première couche, m'a analysé donc, en entrée les valeurs qui sont, mettons, les valeurs de niveau de gris. Mais ça peut être aussi l'une des couleurs. À ce moment-là, on aurait 3 fois le process de convolution. Et donc, on voit, il m'a donné des valeurs de gris donc, qui vont de 0 à 255, hein, bien sûr, comme c'est bien connu. Et donc, ici, j'aurai donc 45, 83, 65, etc. Je lui applique un process de filtrage. Et donc, le filtrage, c'est la pondération. C'est-à-dire que je vais lui dire, ici, j'ai une matrice qui est 3 sur 3, donc de 9 valeurs. Eh bien, je veux appliquer ce filtre sur l'échantillon, pas l'échantillon, mais l'élément de l'échantillon qui est ici. Et donc, je vais faire 45 que multiplie moins 1, plus 83 que multiplie moins 1, plus 65 que multiplie moins 1, etc. Et je le fais pour chacun des éléments donc, de cette matrice. Et je vais obtenir, si je fais le calcul, j'obtiendrai ici la valeur 200. Vous pouvez vérifier, hein, ça fera bien 200. Ensuite, je décale. Alors, j'ai un slide, soit je peux décaler, mettons, de deux valeurs. Si, mettons, il y en a beaucoup, ben, vous ne pouvez pas trop alourdir donc, votre calcul. Vous décalez ici, mettons, de 2 valeurs, et vous recommencez votre opération. Vous voyez ? Et donc, ici, on obtient la valeur maintenant, la valeur 1060. Et ensuite, on descend, et ainsi de suite. On le fait pour l'ensemble de l'image. Ce qui fait qu'au bout du compte, je vais me retrouver avec une succession de petites matrices ici, donc ici 2 sur 2, hein, ici 2 sur 2 ou 3 sur 3, dont je ne tirerai qu'une seule valeur. Alors cette valeur, ça pourrait être soit la valeur la plus élevée, ça s'appelle la valeur du polling, hein, soit ça pourrait être la valeur maximum, soit pourrait être également la valeur moyenne, ça pourrait être la somme de toutes les valeurs. Disons que ce que vous allez transmettre in fine dans votre après la fin du processus de convolution, ce que vous allez donc transmettre à la fin pour reconnaître quelque chose, ça sera donc le résultat de ces opérations-là. Vous voyez, découpage, filtrage, on fait la somme, on obtient une valeur, et ce qui fait qu'on obtient. Alors voilà comment ça fonctionne concrètement. Vous voyez, vous avez donc votre image, j'ai voulu reconnaître ce machin-là, ce personnage-là, et donc je vais avoir toute une série de découpages à effectuer. Pour chacun d'eux, je vais faire un filtrage. Je lui applique cette fameuse transformation dite de Relu, qui est une transformation qui est une fonction de transfert. L'intérêt, disons, on utilise ces fonctions de Relu. Pourquoi ? Parce que les images ont souvent des zones de profond changement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est tout noir et après, on est tout blanc. Ça dépend bien sûr de l'image. Et donc, les fonctions Relu permettent d'adapter ce que vous obtenez après les calculs de convolution, adapter donc à une meilleure reconnaissance. Bon, et puis, donc, fonction de polling. Vous faites ça n fois et vous tombez sur quoi? Eh bien, sur une série de matrices que vous voyez ici. Donc, une série de matrices, des petites matrices 2 sur 2, mais ça peut être 3 sur 3. Et il y a une fonction qu'on a passée rapidement tout à l'heure, mais qui donc permet donc de faire, ça s'appelle le flattening, hein, donc la mise à plat, qui permet d'obtenir une espèce de ce qu'on appellerait, si vous voulez, un vecteur de feature. C'est-à-dire que, in fine, j'obtiens une espèce de vecteur avec un certain nombre de valeurs. Et ce vecteur caractérise l'élément que je veux reconnaître. Alors, pour la plaisanterie, bien sûr, ici, je demande à mon réseau de convolution simplement de me faire 2 choses. Je lui demande de dire si c'est Commerson ou si c'est Superman. Bon, ben, il dit que c'est vraiment pas Superman, hein, c'est donc le Marceau. Mais ce n'est rien d'autre. Vous voyez? Alors, chaque finalement réseau neuronal maintenant et chaque application de deep learning va utiliser sa méthode, ses techniques. Ça, c'en est une, puis un réseau de convolution. Et je vous assure que ce n'est pas très compliqué à mettre en œuvre.
Et ça donne des résultats quand même qui sont assez spectaculaires. Bien. Alors maintenant, je vous l'ai dit, vous êtes dans deux situations possibles. Soit vous dites, je vais apprendre en partant de zéro à mon réseau neuronal de ne pas confondre Madonna avec une pompe à essence, très bien, mais il y a quand même un travail important à faire, hein, qui peut durer, je vous dis, quand même plusieurs semaines. Et donc, peut-être vous allez vous dire, oui, mais stars de cinéma, il y a déjà des réseaux qui fonctionnent là-dessus et qui sont capables de distinguer donc Madonna d'une pompe à essence. Alors, ce sont des réseaux dits, réseaux de convolution ici, très à l'emploi, hein, et il y en a beaucoup aujourd'hui. Et il y en a beaucoup qui appliquent ce qu'on appelle un critère de comparaison qui s'appelle le top 5 error rate. Donc, en fait, c'est le nombre de tests pour lesquels la solution exacte ne fait pas partie des 5 classes prédites par le réseau. C'est qu'en fait, le réseau neuronal, qui vous est imposé, hein, il est pré-entraîné. Vous lui proposez Madonna, si vous sort pompe à essence, le girafe, etc., et on le compte, eh bien, c'est le nombre de tests finalement erronés. Et donc, plus les réseaux pré-entraînés seront performants, plus ce critère de comparaison va donc diminuer. Alors, des exemples donc, qui sont connus, hein, donc, de réseaux de convolution présents à l'emploi. Vous avez celui de Yann LeCun, qui est un personnage qui est important dans le monde de l'intelligence artificielle. Donc, c'est le Net 5, hein, qui date de 98 déjà, hein, qui est exploité pour connaître des digits manuscrits sur les chèques, qui est numérisé en images de 32 par 32 pixels et niveau de gris, et on est exactement donc dans un monde de convolution, et très utilisé par les banques. Vous avez AlexNet qui date de 2012, un peu plus récent. Lui, il a fait tomber donc le taux d'erreur, hein, le nombre de cas où on a plus de 5 erreurs, de 26 à 15%. Ça ressemble un petit peu d'ailleurs à le Net 5 de LeCun. Alors c'est fondé sur, il est un peu plus profond, il y a plus de niveaux intermédiaires, hein, plus de filtres par niveau. Il est fondé sur des découpages qui sont 11, 5, 5, 3, 3, 5 couches de convolution, etc. Bon, vous pouvez regarder, mais c'est vrai que ça peut être extrêmement intéressant si vous ne voulez pas trop vous casser la tête. Encore quelques exemples. VGGNet, donc, a été développé par Simonian et Zisserman. 16 niveaux de convolution, hein, donc c'est plus que AlexNet. Alors, il est très utilisé pour extraire des features, des images donc, à reconnaître. Bon, voilà, vous regarderez. Hein. Il y a GoogleNet également, donc depuis 2014. À l'origine, ça s'appelait Inception V1. Lui, il a obtenu 6,67% donc, dans ce critère de comparaison, et il est assez proche d'un comportement humain, et certains commencent d'ailleurs à lui reprocher maintenant. Alors, c'est conceptuellement, il est dérivé de l'honnête, mais il a une normalisation dite batch, qui est encore quelque chose de particulier, avec une notion de distorsion d'image, vous voyez, bon. Et puis l'algorithme implémenté, qui est un algorithme que l'on doit à Geoffrey Hinton, qui est un monsieur qui est un personnage important dans le monde de l'intelligence artificielle et qui est à l'origine en particulier des réseaux de capsules. C'est très très impressionnant le fait de reconnaître un objet dans une image, mais appartenant à un autre objet. Ce sont des capsules, vraiment c'est très très bien fait. Là, il y a 22 niveaux cachés, mais seulement 4 millions de paramètres, seulement. Et puis, on peut également parler de ResNet qui a introduit donc, en 2015 des concepts nouveaux. Et tous ces systèmes-là appliquent leur méthode. Hein, ce sont des réseaux neuronaux, des algorithmes, des pondérations, des techniques donc, de convolution, des matrices, des tailles de matrices différentes. Et ça aboutit plus ou moins bien à ce que l'on veut faire. Mais finalement, c'est intéressant de regarder ce qu'il en est. Et ça existe, et ça pourra vous éviter bien des ennuis. Alors maintenant, si vous voulez absolument programmer et développer donc des choses, il faut savoir que particulièrement donc avec le deep learning, il existe beaucoup de solutions sur le marché. Alors, personnellement, j'ai plutôt on va dire, un coup de cœur pour TensorFlow, pour Keras et surtout pour PyTorch, donc en Python. Mais ce qui monte en puissance maintenant, ce sont des solutions de cloud, infonuage. Donc, on se trouve maintenant chez AWS, chez Google, chez IBM, chez Oracle, chez Microsoft, etc. Chez Alibaba également.
Alors, ce sont vous voyez, ce sont des solutions, le cloud ici, qui nécessitent quand même des ressources machines relativement importantes. L'avantage, c'est que vous avez des API qui sont toujours à jour, les modèles sont pertinents. Il y a quand même une inquiétude que l'on peut donc imaginer, c'est qu'on ne veut pas tout mettre chez Google et chez AWS. Il va y avoir un problème de dépendance grave, et puis il peut y avoir aussi un problème de confidentialité. Parmi vous, je sais qu'il y a des personnes d'Hydro-Québec, par exemple. Vous ne pouvez pas tout faire chez Amazon, vous traitez des opérations qui sont des opérations qui doivent être confidentielles. Mais sachez que ça existe aujourd'hui. Donc, de plus en plus, ça va sur la fournière, c'est vrai. Hein. Vous avez quelques exemples. Alors, des TensorFlow de Google, donc le plus connu, je trouve, mais on peut se tromper, hein, je trouve qu'il est assez difficile à mettre en œuvre. Keras, il est bien fichu. Hein. Pour simplifier donc, les mécanismes de deep learning, très utilisé pour faire des POC, c'est-à-dire pour voir comment ça marche et machin-là. Très prometteur, à mon avis, dans le futur. C'est du Python, toujours, hein, et il peut également interagir donc, avec TensorFlow et puis Theano. PyTorch, donc, qui a été créé par NVIDIA, et ils ne sont pas étrangers, extrêmement rapide, hein, qui exploite la cartographie donc, des machines, une valeur sûre, à mon avis. Hein. Il y a Caffi, à mon sens un peu en retrait aujourd'hui, bon, qui pose quelques problèmes, en particulier avec la version 3 de Python. Vous savez qu'il y a une version 2 et la version 3 qui ne sont pas compatibles. Ça pose des problèmes de la version 3, on va un petit peu l'oublier. Theano, pareil, on va plutôt l'oublier. Vous avez Deep Learning 4G, donc, qui est le seul vrai framework pour ceux qui développent en Java. Il y en a d'autres, mais celui-là est quand même assez connu. Voilà. Il peut d'ailleurs importer, ce qui est intéressant, des modèles qui sont des modèles Keras qui ont été développés donc, en Python. CNTK, là, on est chez Microsoft, donc chez Microsoft, bien intégré avec les autres outils donc, de Microsoft, et puis il y en a d'autres. Alors voilà, mais vous avez bien vu, hein, deux solutions. Hein. Soit vous faites tout vous-même avec vos algorithmes et vos réseaux neuronaux, vous faites la partie apprentissage et vous apprenez à reconnaître Madonna et ne pas la confondre avec un char d'assaut, soit vous utilisez des réseaux pré-entraînés. Vous voyez, donc c'est quand même, on peut penser qu'il faut payer. Évidemment, il faut payer parce que ce n'est pas gratuit. Alors, pour terminer, chers amis, les applications. Je vous dis, il y a deux manières de voir. Alors moi, je vous ai mis ici, on va dire une liste assez globale hein, donc de solutions qui permettent de faire des choses avec en deep learning, de la reconnaissance d'image et de l'aide aux clients. De la traduction automatique, c'est utilisé par Sistran, bien très connu. Hein. Google l'utilise pour les diagnostics médicaux. Donc Google l'utilise donc, pour une détection donc, des rétinopathies diabétiques, en fait c'est assez cité, hein. Et donc aussi chez les tumeurs, pour les tumeurs chez IBM, on utilise. Il y a Movix qui s'en sert pour faire des recommandations de films et de livres. Vous avez FinBrain donc, qui fait des prévisions financières, donc de trading, hein. On peut faire aussi du machine learning avec ça. Hein. Il y a ADCIS qui s'en sert pour faire de la détection donc, de pièces défectueuses en temps réel, très intéressant et très spectaculaire. Vous avez donc SocialWall, donc modération automatique des réseaux sociaux. Quand les gens disent n'importe quoi, et Dieu sait qu'en ce moment c'est le cas, eh bien, ça permet donc d'éviter une espèce de modérateur, on va dire temps réel. Affectiva, détection d'émotions dans les vidéos et images fixes. Le Grid Space s'en sert pour faire des systèmes de reconnaissance de la parole. Microsoft pour traiter le langage naturel. Hein, il s'en sert également pour Cortana. Et Apple s'en sert pour Siri. Il fait également du deep learning. Donc vous avez Maildozer. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en sert pour détecter des malwares. Pas mal, hein. Vous avez une compagnie donc, canadienne qui fait de l'exploration spatiale canadienne utilisée donc, par les universités donc, de Toronto, mais également donc, en Arizona et en Pennsylvanie. Là, c'est pour l'exploration spatiale. Bon, puis vous en avez d'autres. Détection d'attaques de type très sophistiqué, ce qu'on appelle les attaques APT. Vous avez MetaMind, donc la reconnaissance d'image et analyse donc, de texte. Ditto, c'est l'identification des logos de compagnies dans les photos de réseaux sociaux. Je vous ai mis également Nexar, c'est la détection des mauvais comportements en voiture, en temps réel, hein, c'est quand même
on voit tout de suite les chauffards. Hein. Idibon qui fait l'analyse de texte, Clarifai qui fait des systèmes de classification d'images dans le cloud. Il y en a qui s'en servent pour faire de la conduite et le pilotage de robots intelligents. L'analyse de sentiments des clients, je vous l'ai dit, puis Nlytic qui s'en sert pour des systèmes d'analyse de radio médicale et d'imagerie, donc MRI. Donc, ouais, c'est quand même assez impressionnant. Alors, je vous ai mis, simplement pour terminer, on peut penser autrement. Hein. Si vous avez un problème de contrôle et de modélisation de processus, bien, vous pouvez utiliser des réseaux à fonction radiale de base, voilà, un type de réseau neuronal. Si vous voulez faire des diagnostics de machines, vous pouvez faire de la perception multiniveau avec une activation par tangente ou par sigmoïde. Si vous voulez faire des diagnostics médicaux, vous pouvez utiliser des perceptrons multiniveau avec activation toujours par tangente ou sigmoïde. Quand vous voulez faire du ciblage marketing, vous pouvez utiliser des réseaux avec rétropropagation et activation par une fonction de transfert particulière qui s'appelle la fonction logistique. Détermination des taux de crédit, détection des fraudes avec l'algorithme du gradient, donc NMS, SVM, donc ça, voilà, perception multiligne. Si vous faites de la reconnaissance vocale, vous pouvez donc utiliser donc des réseaux convolutifs, de la recherche intelligente dans les réseaux donc de type Google et autres. Vous pouvez utiliser donc des perception multiniveau avec activation par fonction logistique, etc. etc. Ce n'est pas idiot de passer à l'envers. J'ai tel problème, donc je peux utiliser tel type de réseau neuronal. Bon. Voilà ce que je voulais vous dire, chers amis, puisqu'il est juste maintenant donc 6h30. Mais j'ai essayé de dresser donc un petit peu ce qu'est finalement donc un réseau neuronal, le deep learning, les fonctions d'activation. Si vous vous souvenez de 5 ou 6 choses dans ce que j'ai dit aujourd'hui, ça sera déjà pas mal. Cette présentation sera donc disponible, j'espère ce soir, mais au pire donc demain matin sur notre réseau. Sachez, alors vous trouvez d'ailleurs ici la liste des prochains webinaires. Là, il y en a certains qui m'amusent, qui me font déjà saliver. Le prochain, c'est le 2 octobre que je vais animer sur le grave danger que représentent les GAFAM. Je crois que c'est pire que tout. Alors, je vais vous donner en toute honnêteté mon point de vue. Hein. Après tout, je suis libre de les penser, mais vous pouvez être de mon avis, bien entendu. Hein. Et donc, je pense que c'est gravissime ce qui se passe aujourd'hui. Donc, danger des GAFAM. Voilà. En novembre prochain, j'animerai, pour ceux que ça intéresse, donc une succession de 12 demi-journées consacré donc à l'intelligence artificielle, dans lequel on va regarder très en détail la totalité de ce que couvre l'intelligence artificielle, le machine learning, deep learning. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas trop, embêté avec mon bavardage. Je vous ai encore très nombreux et je vous remercie infiniment de rester aussi fidèle. Hein. N'hésitez pas à communiquer avec moi. Vous avez vu, bon, j'ai un discours qui est un petit peu direct. Hein. Ne m'en veuillez pas. J'espère vous retrouver donc dans la semaine prochaine, vendredi, où on va dire beaucoup de mal des prédateurs, car ce sont des prédateurs qui s'appellent Google, Apple, Microsoft, Amazon, et puis j'en oublie un, c'est Facebook. Alors bon, ça sera dit avec humour, bien entendu. J'espère que vous comprenez bien que vous voyez, mais je pense quand même qu'il faut dire des choses et qu'actuellement, quand même, ce n'est pas très normal ce qui se passe. Merci infiniment, chers amis, et donc j'espère vous retrouver vendredi prochain où ça va être un carnage, je vous le promets. Merci pour votre attention.